Bonjour à toi. La goutte d'eau que tu bois se trouvait peut-être à l'autre bout du monde, il y a quelques années, ou même il y a quelques jours. Est-ce possible? Vois avec moi le cycle naturel de l'eau et les changements d'état et découvre cette vidéo. C'est ce que tu apprends en 4e année primaire en vue de la préparation du CEB, du CE1D tant qu'il existe et du CTC. D'abord, juste ce petit rappel de 2e année primaire sur les changements d'état. Mets la vidéo sur pause pour te le remettre en mémoire et je te mets ici aussi le lien vers la vidéo qui te rappelle toutes ces notions. Voici maintenant quelques expériences sur la fusion et la solidification. Dans cette expérience A, à la base, j'ai un récipient avec de l'eau gelée, donc solide, que je chauffe avec une source de chaleur. On est d'accord de dire que l'eau gelée va fondre et on va obtenir de l'eau liquide. Mais ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que le niveau de l'eau a diminué, ce qui veut dire que l'espace occupé par l'eau a diminué et donc que son volume a diminué. Donc de cette expérience, on peut donc déjà déduire que pour faire fondre de l'eau solide, il faut de la chaleur. Ce phénomène s'appelle d'ailleurs la fusion. On peut aussi dire que l'eau gelée, qui est solide, occupe un volume plus important que l'eau liquide. Voyons maintenant l'expérience B. Si on plonge un thermomètre dans de l'eau gelée qui est en train de fondre, on notera une température de 0 degré Celsius. Si à l'inverse, on plonge un thermomètre dans de l'eau liquide qui est en train de geler, donc de se solidifier, on notera aussi une température de 0 degré Celsius. On peut donc déduire de tout ceci que, bien entendu, la solidification nécessite un refroidissement. En effet, il faut mettre l'eau liquide, par exemple, dans un congélateur pour qu'elle devienne solide. De plus, on peut déduire que la température de fusion de l'eau est de 0 degré Celsius, mais aussi que la température de solidification de l'eau est de 0 degré Celsius. Les températures de fusion et de solidification sont donc les mêmes. Voici maintenant d'autres expériences sur l'évaporation. Si on laisse un verre avec de l'eau liquide dans ta classe, on observera après 2 semaines que son volume aura diminué. On en déduit qu'une partie s'est évaporée, l'eau sous forme de vapeur s'est échappée du verre et est allée dans l'atmosphère. Cette autre expérience montre que si on applique directement de la chaleur sous le verre, on observera que la quantité d'eau aura beaucoup plus diminué et donc on en déduit que l'évaporation a été plus importante et plus rapide. Donc, l'évaporation est bien le phénomène selon lequel l'eau liquide va passer à l'état gazeux, donc sous la forme de vapeur d'eau, et que pour cela il faut de la chaleur. Donc, on peut dire que l'évaporation nécessite de la chaleur et que plus la chaleur est importante, plus l'évaporation est rapide. Maintenant, voici une autre expérience. Si on chauffe légèrement de l'eau, cette dernière va s'évaporer. Si on plonge un thermomètre dans l'eau, on verra par exemple une température de 60 degrés Celsius. Ça pourrait être aussi 50 ou 70 degrés Celsius, peu importe. Maintenant, faisons la même expérience avec une chaleur plus importante. On pourra observer d'une part l'apparition de bulles de vapeur d'eau au sein du liquide, d'autre part, une température de 100 degrés Celsius indiquée au thermomètre. De tout cela, on peut donc déduire que l'évaporation est un phénomène qui se passe plutôt à la surface du liquide, c'est-à-dire que c'est l'eau à la surface du liquide qui va s'évaporer, tandis que l'ébullition est un phénomène qui se passe au sein du liquide. C'est dans l'eau et même près de la source de chaleur que les bulles de vapeur d'eau se forment, puis remonteront à la surface de l'eau pour disparaître dans l'atmosphère. De cette expérience, on constate aussi que la température d'ébullition de l'eau, donc à laquelle l'eau bout, est bien de 100 degrés Celsius. Voyons maintenant la condensation. Tu as déjà observé chez toi une vitre sur laquelle s'est formée de la buée. Ce peut être aussi un miroir de la salle de bain. Si tu frottes un doigt contre cette vitre, tu constateras que c'est de l'eau liquide. En fait, dans l'air qui t'entoure, il y a de l'eau sous forme de gaz, donc de vapeur d'eau.
Si on refroidit cette vapeur d'eau, elle redevient liquide. C'est bien ce qui se passe ici. La vapeur d'eau redevient liquide au contact de la vitre froide. Voici un autre exemple. On chauffe de l'eau dans une casserole munie d'un couvercle. Après un certain temps, on observe de la buée à l'intérieur du couvercle. Eh bien, c'est le même phénomène, la vapeur d'eau formée dans le récipient, suite à une évaporation, redevient liquide au contact du couvercle qui est plus froid. Donc, on vient de décrire le phénomène inverse de celui de l'évaporation. L'eau sous forme de vapeur et donc de gaz, ici à droite, peut redevenir liquide suite à un refroidissement. C'est ce que l'on appelle la condensation. Voici une autre expérience. J'ai de l'eau gelée, je vais placer mon verre contenant cette eau gelée sur une balance et je mesure donc sa masse qui est de 100 grammes. Je poursuis mon expérience en chauffant l'eau et je continue à faire des mesures de la masse à l'aide de la balance. Bien que j'observe une diminution du volume d'eau, la masse est toujours de 100 grammes. Je continue de chauffer jusqu'à obtenir de l'eau sous forme de gaz, donc de la vapeur d'eau. J'effectue la mesure de la masse avec la balance et j'obtiens à nouveau 100 grammes. Donc, même si l'eau change d'état et que son volume change, sa masse ne change pas, elle reste constante. Remarque importante, il faut le signaler, dans l'expérience, j'avais veillé à bien mettre un couvercle sur mon récipient du début à la fin, afin d'éviter que l'eau qui s'évapore ne s'échappe pas dans l'atmosphère. Si je n'avais pas pris cette précaution, on aurait pu observer que la masse avait diminué. On peut donc déjà faire quelques conclusions. Nous avons donc appris les 4 changements d'état, la fusion et la solidification qui nécessitent de la chaleur, tandis que la solidification et la condensation, elles, nécessitent un refroidissement. Par ailleurs, on a vu que l'eau reste de l'eau, quel que soit son état solide, liquide ou gazeux, et sa masse ne varie pas. On dit alors que la matière est conservée et sa masse ne varie pas lorsqu'il y a un changement d'état. Enfin, les changements d'état sont réversibles, ce qui veut dire que l'on peut revenir à l'état de départ. Par exemple, si on met congeler de l'eau, elle devient solide, et si on laisse fondre cette eau solide, on retrouve l'eau liquide de départ. Maintenant, voici le cycle de l'eau ou naturel de l'eau. Ce qui veut dire que c'est ce qui se passe dans la nature, et tu pourras alors comprendre que demain, tu boiras peut-être la goutte d'eau qui, à la base, se trouvait en Inde ou en Australie. Il s'agit donc d'un cycle, on va le parcourir à partir de l'endroit que l'on veut. Imaginons que tout commence au niveau de l'océan. L'eau de l'océan s'évapore sous l'effet des rayons du soleil qui sont de l'énergie thermique, c'est-à-dire de la chaleur. En fait, toutes les eaux de la surface de la Terre se mettent à s'évaporer, des lacs, des fleuves et donc des mers. Même l'eau des feuilles des plantes s'évapore aussi. C'est ce que l'on appelle l'évapotranspiration. Toute cette évaporation va donc former un gaz qui est de l'eau sous forme de gaz, donc de la vapeur d'eau. Toute cette vapeur d'eau va redevenir liquide à un moment donné dans l'atmosphère, là où il fait plus froid en altitude. C'est ce que l'on appelle la condensation. Cette eau condensée, qui est donc liquide et formée de fines gouttelettes d'eau liquide, va former des nuages. Lorsque ces gouttelettes d'eau se rassemblent, elles forment des plus grosses gouttes d'eau et donc vont tomber sur la terre. C'est ce que l'on appelle les précipitations, composées donc de pluie. Et lorsqu'il fait plus froid, la pluie liquide va se solidifier. C'est la solidification. Et donc, il va neiger et cela va donc former des couches de neige. Et très haut en montagne, cela deviendra même de la glace qui forme les glaciers. Les glaciers, en principe, restent tout le long de l'année, mais une partie de cette glace, lorsqu'il fait plus chaud, va fondre. C'est la fusion de la glace et de la neige, et l'eau redevient donc liquide. Une partie va s'infiltrer dans le sol, c'est l'infiltration. L'eau pénètre carrément dans le sol, et une autre partie va plutôt couler et ruisseler, c'est le ruissellement. L'eau qui s'est infiltrée va traverser le sol, les roches,
et former des nappes d'eau sous le sol. Ces nappes d'eau peuvent elles-mêmes s'écouler et former des nappes d'eau souterraines, qui sont en réalité une importante réserve d'eau dont on va se servir pour alimenter les habitants. L'eau qui ruisselle va, elle, former des lacs, puis des rivières et des fleuves. Les fleuves vont s'écouler vers les mers et les océans et tout peut alors recommencer. C'est donc bien les rayons du soleil et leur chaleur qui peuvent entretenir ce cycle. On se demande aussi le vocabulaire qui est important dans ce processus. Eh bien, le voici. D'abord, les changements d'état qui interviennent dans le cycle, l'évaporation, la condensation, la solidification et la fusion. Il faut donc savoir situer les endroits où se passent ces changements d'état. Ce qu'il convient également de signaler, comme il y a ces différents changements d'état, c'est que l'eau reste de l'eau, sa matière est conservée. Ensuite, les déplacements de l'eau, plus précisément les précipitations, les ruissellements, les infiltrations et aussi les nuages qui se déplacent dans le ciel. Et puis, tout ce qui est réserve d'eau, si importante pour nous et les animaux et les plantes, à savoir déjà toute la vapeur d'eau qui se trouve dans l'atmosphère, puis les glaciers où l'eau est solide, puis les océans, les mers et les lacs, et enfin les eaux souterraines constituant aussi ce que l'on appelle des nappes aquifères ou des nappes phréatiques. Comme on vient de parler de vapeur d'eau, parlons des gaz en général. Reprenons cette expérience qui nous a permis de dire que la vapeur d'eau a une masse et qu'elle occupe de l'espace dans le verre. Voici notre expérience. Nous pesons un ballon de baudruche vide sur une balance, on obtient 3 grammes. Nous gonflons le ballon de baudruche avec de l'air, puis nous mesurons sa masse. Nous obtenons 4 grammes, donc plus. On peut donc en déduire que la masse de l'air dans le ballon est de 1 gramme, puisque au départ, sans air, c'était 3 grammes, et avec l'air, c'était 4 grammes. Donc on peut dire que l'air a une masse, et aussi que l'air occupe de l'espace. Reprenons ce ballon de baudruche rempli d'air. Nous allons enlever le nœud et laisser sortir l'air sur une feuille de papier, et on va observer que cette feuille de papier va bouger. On peut donc en déduire que l'air, qui est un gaz, est capable d'exercer une force. Donc, de façon générale, en parlant des gaz, on peut dire que un gaz a une masse, occupe de l'espace, donc un volume, et est capable d'exercer une force. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que tu as tout bien compris et à très bientôt.